Bonjour à toutes et à tous. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette table ronde qui a pour but de parler de la formation et de l'attractivité des métiers. Donc j'ai fait un petit peu deux groupes, mais vous allez voir qu'il y a des interventions quand même qui vont se regrouper. Et donc les différents intervenants vont parler de leur structure qui accompagne les jeunes dans la formation, l'éducation et l'emploi. À vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Olivier Durtest, je suis le directeur de l'UIMM, donc le syndicat patronal de la métallurgie. Dans la métallurgie, c'est plus de 50% de l'industrie en France et dans la région. On a la chance dans cette région d'avoir de gros investissements dans notre secteur. Et rapidement, je parlais de l'automobile et des gigafactories qui sont en train de s'implanter. Globalement, nous, on recherche 25 000 personnes à recruter là, tout de suite, maintenant. On a 25 000 offres d'emploi disponibles. On a une vraie problématique, c'est que l'industrie a été quand même décriée pendant un certain nombre d'années. Et enfin, on remet l'industrie au cœur du débat, mais ça... Voilà, ça a tellement pris de temps que globalement l'industrie n'est plus connue. Et donc, de notre côté, on a enclenché de grandes campagnes de communication. On a d'ailleurs ici sur ce territoire une usine mobile qui se balade sur tout le territoire et qui permet en fait aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de se rendre compte de ce qu'est une ligne de fabrication. Et puis d'y découvrir les différents métiers. D'ailleurs, pendant le salon, là, il y a des connexions avec le rectorat qui nous permettent de faire venir des jeunes, de leur faire découvrir ce qu'on peut fabriquer. On a fait une grosse étude, nous, dans notre secteur, pour essayer de mesurer comment on peut faire, ou comment il faut faire pour que les jeunes puissent vraiment découvrir nos métiers. Et il n'y a qu'une solution, en fait. C'est de les faire venir dans les usines. C'est ça la priorité. Et c'est là-dessus qu'il faut s'y attacher. Alors là, malheureusement, avant 18 ans, on a beaucoup de problèmes pour prendre des jeunes en stage et les faire aller dans les ateliers. Donc ça sera peut-être un sujet qu'il va falloir revoir à terme, parce que... ne serait-ce qu'ouvrir une caisse à outils avec un tournevis, un machin, enfin maintenant on touche plus à rien, on fait tout par le téléphone, bon bah c'est bien, mais sauf que l'industrie c'est ça, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a la robotique, tout y est, mais les fondamentaux, il faut quand même qu'ils y soient, et toucher un peu les choses, ça peut quand même être intéressant. On a nous-mêmes des organismes un organisme de formation qui s'appelle l'AFPI. On est très connecté avec l'intégralité des supports de formation de l'éducation nationale. Et l'objectif, c'est d'attirer. On a d'ailleurs développé dans cette belle région un grand plan pour essayer de former et de recruter des maintenanciers, avec le rectorat, le conseil régional, enfin, toutes les structures de l'emploi. Et on remarque quand il y a beaucoup de structures qui s'occupent d'emploi et des fois on ne sait plus bien à quelle porte il faut taper. Donc tout ce monde-là, qui n'a qu'une envie, c'est de faire bien son boulot, il faut tout mettre ensemble et puis derrière il faut piloter. Et on a dans cette région des comités locaux pour l'emploi. Alors ça s'appelle peut-être plus comme ça parce que ça change de nom tout le temps, moi je suis perdu. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est d'amener les gens à l'emploi, les jeunes et les moins jeunes. Et ça permet de mettre tout le monde dans une même pièce, de se fixer des objectifs communs et de mettre tout le monde au boulot pour essayer de respecter des objectifs et des objectifs de recrutement. Et ça, c'est important. Quand on se mobilise sur le sujet, je ne vais pas citer un grand groupe qui fabrique des automobiles électriques ici sur le territoire, on arrive quand même à recruter 250 personnes en un temps court, des demandeurs d'emploi, des gens assez éloignés de l'emploi. Donc on arrive à les former et à les recruter pour aboutir sur du CDI à la fin. C'est quand même pas mal, je trouve ça. Et on a de la chance d'avoir un environnement politique
qui nous accompagnent comme il faut, hein, au niveau des élus, qui comprennent notre problématique et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on ramène de la valeur ajoutée sur notre territoire. Je ne sais pas si j'ai été complet, mais je suis à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Monsieur Dusters, merci. Avez-vous des questions? Donc maintenant, Claire va s'exprimer. Claire est responsable du recrutement de DV Group. Donc elle va s'exprimer sur la partie regroupement au sein de son entreprise. À vous la parole, Claire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Claire Marouzet, je suis responsable effectivement du recrutement et de la marque employeur chez DV Group. Pour nous présenter rapidement, on est une entreprise qui fête ses 60 ans cette année. Une belle entreprise, effectivement, qui compte à peu près 300 collaborateurs sur 21 implantations en France et en Europe. Et donc notre métier, c'est de mettre une expertise technique au service de l'industrie. Et nos activités se répartissent sur 3 grands pôles d'activité, ingénierie, maintenance et contrôle. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est la formation. Et ça me paraît essentiel de revenir sur notre ADN d'entreprise familiale pour parler du sujet de la formation, parce que c'est forcément cette identité qui nous guide dans le fait d'avoir le souhait de construire avec nos collaborateurs des parcours durables. Et donc forcément, pour avoir ces parcours durables, on doit offrir des parcours qui sont évolutifs, enrichissants, pour construire ensemble une expertise d'excellence. Donc globalement, chez nous, il y a 2 schémas possibles. Au niveau des parcours, on a soit un parcours qui va commencer par l'école, soit un parcours qui va commencer avec l'embauche d'une personne déjà expérimentée. Donc pour d'abord se concentrer sur le parcours qui commence par l'école, je pense qu'on ne peut pas faire sans revenir sur le déficit d'attractivité forcément de nos métiers. Aujourd'hui, on peine à former et à recruter des gens dans les métiers techniques, et c'est forcément... à 13-14 ans, c'est plus facile de se projeter dans une carrière de coiffeur, de médecin ou développeur de jeux vidéo, plutôt que sur une carrière d'expert en électronique de puissance. Donc on a une responsabilité en tant qu'entreprise du secteur, c'est de faire connaître nos métiers, de leur permettre de découvrir et de leur permettre de comprendre que ce sont aussi des métiers modernes, enrichissants, technologiques. Donc nous, on met en place plusieurs actions qu'on peut citer. L'année dernière, on a reçu des collégiens, des lycéens, des gens de l'enseignement supérieur en visite de nos ateliers. On a également participé à Fort Industrie. Et je peux aussi citer un webinaire qu'on a enregistré en partenariat avec l'Observatoire des métiers de l'IMT, qui sert de support pédagogique dans les collèges et les lycées. Et sur le sujet de l'apprentissage, on est convaincu de sa valeur depuis nombreuses années dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un canal de recrutement privilégié pour nous. Ça nous permet de transmettre nos savoir-faire, ça nous permet de pérenniser l'entreprise sur le long terme. Et donc, on met en place des relations, des partenariats avec des écoles, des centres de formation. On participe également sur des événements comme des job dating, comme des jurys d'examen. Et Pardon, j'ai un trou. Tu me regardes du coup. Non, voilà, je voulais dire qu'on noue quand même des relations assez privilégiées avec les écoles. Et d'ailleurs, je pense que je peux peut-être laisser Rénal d'en parler. Je voudrais quand même vous présenter. Donc Claire, merci. Donc là, vous avez eu vraiment les actions menées par une entreprise qui est très sensibilisée pour accueillir des jeunes au sein de leur entreprise. Et maintenant, vous allez avoir donc Rénal, qui est directeur de la BU Maintenance électronique, qui va s'exprimer aussi au niveau de la formation. Oui, bonjour, merci. Merci Claire. Donc moi je m'occupe de la BU électronique de puissance. Alors c'est un métier un peu orphelin, l'électronique de puissance ça ne s'apprend plus. Je voudrais juste éclairer un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le déficit d'image de l'industrie. J'étais dans un lycée, je pense, samedi dernier ou samedi d'avant. 550 personnes, peut-être un lycée un peu particulier, mais enfin un lycée sur Arras. Parcours industrie, parcours médical, parcours logistique. Dans le parcours industrie, il y avait des logisticiens, il y avait des gens qui s'occupaient de sécurité. Il y avait malheureusement des gens comme moi qui s'occupaient d'électronique. Et le nombre d'élèves présents dans ce parcours, en tout cas inscrits dans ce parcours, c'était 6. Ça donne l'ampleur évidemment du déficit d'image sur lequel l'industrie n'a pas, en tout cas, fait le travail nécessaire depuis aussi des années, évidemment. Donc il y a besoin vraiment de changer cette image.
Nous, on intervient dans ces lycées, on intervient aussi dans des collèges. C'est un investissement important. C'est important parce que ça permet de réduire l'écart de vision de ce qu'est l'industrie. Évidemment, là, le but, c'est pas d'aller recruter de jeunes qui sont déterminés dans leur orientation et qui sont définitivement orientés vers l'industrie, vers l'ingénierie, vers que sais-je comme métier. Le but, c'est d'informer. C'est à ce moment-là que ça se joue, puisqu'évidemment, en troisième et en seconde, c'est de l'orientation. Donc si on ne le fait pas là, finalement, ce sont des candidats qui partent avec une image qui est une image dégradée, qui est une image tronquée, on va dire. Et puis on le fait évidemment à différents niveaux. Alors on le fait sur des échanges, des participations dans des modules pédagogiques sur les universités, puisque nous, ça nous intéresse évidemment de recruter soit des Master 2, soit des ingénieurs. C'est plutôt là où on recrute évidemment nos effectifs. On le fait aussi sur les BUT, parce qu'encore une fois, en BUT, ça nous permet d'avoir des moments d'orientation. Donc là, on a sur des échanges de BUT des interventions dans les modules qui ont été rajoutés. Notamment, par exemple, le BUT GE2I a rajouté, puisqu'ils sont passés sur 3 ans, sur un module qui est un module maintenance. Alors pour un jeune, la maintenance, c'est je dévisse 4 vis, 4 boulons à un moteur, je mets ma main plein de graisse et je change le moteur. Et donc là aussi, il y a beaucoup de travail pour changer l'image. La maintenance, c'est un mot qui est un mot rédhibitoire, repoussoir, je dirais aujourd'hui, pour les jeunes. C'est pas leur ambition. Donc évidemment, l'image qu'ils en ont, c'est une image, encore une fois, qui est un peu tronquée et important, même sur un Bac+3, de pouvoir rééquilibrer et de pouvoir exprimer évidemment ce qui est au jour le jour les métiers de la maintenance, qui est je fais de l'expertise, je corrobore avec de la mesure physique et finalement je continue dans un chemin ou je change le chemin en fonction du résultat que j'ai obtenu. Juste encore 2 mots parce qu'on est nombreux et je ne voudrais pas prendre plus longtemps la parole. On a essayé de changer nos pratiques. On est passé aussi d'une pratique dans laquelle moi j'avais beaucoup d'ingés ou de techniciens qui disaient moi je suis un pro, je travaille avec des pros. Aujourd'hui évidemment la jeune génération, on a besoin de lui parler différemment, de changer nos protocoles de formation puisqu'on parlait, enfin en tout cas le thème était la formation. Donc d'y intégrer évidemment de la gamification parce que ça leur parle directement, comment je suis capable dans un outil de pouvoir mettre du quiz, du jeu qui permet d'adhérer à une formation, évidemment, qui est une formation quelquefois un peu rédhibitoire, un peu très technique, un peu CM. Comment je vais saucissonner la capacité de formation en prenant des outils comme du LMS, par exemple, qui sera capable, évidemment, de pouvoir séquencer des temps et de pouvoir accorder des temps qui soient des temps courts, parce qu'aujourd'hui, des temps de CM à 2h30, 3h, c'est compliqué. Donc ça permet, évidemment, de rajouter de l'intérêt. Alors, tout à l'heure en visitant, je l'ai vu sur le stand, évidemment la vision, la VR, des outils numériques, des choses qui parlent totalement aux jeunes, comment j'intègre, même si souvent, dit de mes experts, ingé ou techniciens, ça sert à rien la VR. Non, ça sert à rien, c'est juste une image et c'est juste une façon de communiquer qui est une façon de communiquer différente. Et évidemment, il y a besoin de s'adapter à la communication, en tout cas aux repères que les jeunes ont aujourd'hui. Et donc de les emmener sur une image de l'industrie qui est une image qui progresse, en tout cas on l'espère, et en tout cas on espère nous y travailler à notre faible niveau. Merci. Merci beaucoup. Maintenant je vais laisser la parole à Guy qui lui s'occupe plus de la formation dans le cadre du MEDEF. Merci. Alors, juste pour dire que je suis bluffé par la prise de parole de DV Group et par le niveau de maturité et de recul que vous avez pour une entreprise de 300 salariés. Vraiment bravo, parce que je pense qu'on va sans doute en reparler dans le contexte actuel. J'ai l'impression que vous prenez les choses par le bon bout et que vous avez des dispositifs qui sont déjà très élaborés. Alors le MEDEF Hauts-de-France, c'est un MEDEF qui regroupe parmi ses adhérents des fédérations industrielles, dont l'UIMM, dont la plasturgie, dont la chimie. Donc le MEDEF a une vision, on va dire, interpro de l'industrie. Il faut quand même rappeler que l'industrie, c'est le premier secteur de la région. Je suis allé voir sur le site de l'URSSAF, parce que les données URSSAF sont à jour à 3 mois d'écart. L'industrie aujourd'hui, c'est 18% des effectifs salariés en Hauts-de-France. C'est le premier secteur de la région. Le deuxième secteur de la région, c'est le commerce, avec 17%. Et ensuite suivent bâtiments et travaux publics.
mais on est vraiment sur le premier secteur en termes d'emploi de la région, et avec, comme le disait Olivier, des projets qui sont devant nous, qui sont importants, et des entreprises qui recrutent à tout niveau. Sur ce sujet de l'attractivité, pour moi, c'est vraiment un processus. C'est d'abord l'enjeu de savoir qui sont ce qui se passe en termes d'attente sociale. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on mesure très peu. L'UIMM l'a fait avec la chaire Sens au travail et l'ICAM il y a un peu plus de 2 ans, c'était en 2022. Et pour les curieux, je vous invite à aller voir sur le site de l'ICAM, l'école d'ingénieurs sur l'île, et vous allez retrouver cette étude qui est vraiment intéressante, puisque ce sont les parents et les élèves qui ont été questionnés. Et en fait, on parle très souvent des besoins des entreprises, mais on parle très rarement des envies. Et je pense qu'il est important d'aborder ce sujet des envies. Le deuxième sujet ensuite, c'est un sujet de carte des formations, en effet, alors qui est d'actualité aujourd'hui. Les enjeux, quand on regarde aujourd'hui, globalement, les formations, elles sont à peu près là, mais l'enjeu, c'est de les remplir. Et je compte effectivement sur les comités locaux pour l'emploi pour que les débats aient lieu et qu'il puisse y avoir, notamment avec les rectorats, ce débat au sein des comités locaux pour l'emploi. Quand on regarde dans une base qui est ouverte, qui s'appelle Orion, et qu'on regarde toutes les filières industrielles, CAP, Bac Pro, BTS, et qu'on se rend compte que quand on a des capacités à 30 ou à 40, on démarre avec 20 élèves et qu'on démarre avec 6 élèves, il y a des questions à se poser. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on en a si peu par rapport aux capacités qui sont offertes? Pourquoi est-ce que parfois on en perd la moitié en route sur 2 ou 3 ans? Et où partent ces élèves? Et ça, on se pose aujourd'hui assez peu la question. Et il y avait un excellent article dans l'Usine Nouvelle il y a quelques mois qui disait que les jeunes diplômés dans l'industrie, un jeune sur 2 diplômés ne travaillera jamais dans l'industrie. Donc une fois qu'ils sont diplômés, en plus, ils ne restent pas dans l'industrie. Donc c'est où ils partent et pourquoi ils partent. Et donc on a aujourd'hui un système de formation qui, en termes d'efficience, est très très faible. Il y a un effort considérable qui est fait notamment par les fédérations pour attirer les jeunes. Une fois qu'on les attire, on a de la perte en ligne qui est importante. Et une fois qu'ils sont diplômés, on en repère la moitié qui ne reste pas dans l'industrie. Et alors je suis assez poil à gratter. C'est, je pense, un des enjeux dans les années à venir, c'est d'analyser ça et d'essayer d'augmenter l'efficience. On a aussi un enjeu qui est lié au niveau de formation et d'attractivité. Il y a une excellente étude qui a été faite par la CCI régionale l'année dernière pour le bassin de Dunkerque, où on se rend compte que dans les besoins qui ont été identifiés sur le bassin, on va dire la Côte d'Opale, plus de la moitié des besoins sont issus de l'enseignement supérieur. Et il y a effectivement une question qui est à se poser au regard du niveau qui tourne aujourd'hui très souvent autour de Bac+2, Bac+3, qui est aujourd'hui le niveau de recrutement et sur lequel il faut se poser également. Et puis, et après je me tairai, mais je pourrais tenir la journée, il y a un troisième niveau qui est celui de la temporalité et de se dire quelles sont les 3 voies de formation qui permettent de former des jeunes. La première voie, c'est la voie de la formation initiale, mais on est sur une voie qui se mesure, on l'a dit, la sensibilisation, elle se fait en 3e, elle se fait en seconde. On plante des petites graines dans les cerveaux des gamins et on le voit sur l'opération qu'on veut mener au travers du CPEM, c'est d'avoir cette espèce, enfin pour moi en tout cas qui suis béotien, cette espèce de Disneyland de l'industrie qu'est le CPEM pour jeter des paillettes dans les yeux des gamins le plus tôt possible et leur montrer l'étendue des technologies et la fierté qu'on peut avoir à travailler sur ce genre d'outils. Mais sauf que la voie de la formation initiale, on plante des petites graines qui vont pousser et qui seront matures dans 5 ou 7 ans. Donc on est sur un temps long. Il y a une deuxième voie qui est sur un temps plus court, qui est celle de l'apprentissage, où on est sur des parcours où on plante la petite graine et on va la récolter dans 2 ou 3 ans. Et puis, il y a celle aujourd'hui des demandeurs d'emploi, dans le cadre du PRF ou du PIC, où on peut être sur les demandeurs d'emploi, comme on est sur des titres pro, sur un laps de temps qui est plus court et qui peut être raccourci à 1 an. Et cette réflexion sur l'attractivité et sur la temporalité, elle est importante, parce que si on forme trop tôt, on a formé pour rien. Si on forme trop tard, on a formé pour rien aussi. Et donc c'est cette réflexion sur les bassins, parce que ça se gère au sein d'un territoire. On recrute à 20 km autour de l'entreprise aujourd'hui. C'est de se dire
quels sont les volumes sur lesquels il faut qu'on anticipe et quelles sont les bonnes voies de formation qui vont correspondre à la bonne temporalité. Et cette réflexion aujourd'hui, elle n'est pas menée. Elle n'est pas menée au niveau des bassins. Chacun est dans son silo. Et nous, côté MEDEF, c'est quelque chose sur lequel on va marteler parce que c'est une réflexion qui est essentielle pour pouvoir à la fois répondre aux besoins des entreprises, mais on l'espère répondre aussi aux envies des jeunes. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va laisser la parole donc à François, qui est de la FormaSup Hauts-de-France et qui va parler donc du CFA, l'enseignement au sein du CFA. Voilà, comme ça vous pouvez conserver votre micro. Merci. Bonjour à tous. Je représente aujourd'hui le CFA FormaSup Hauts-de-France, qui est le CFA de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que nous gérons l'apprentissage pour les écoles et universités en région, principalement les universités, je ne vais pas toutes vous les citer, mais tout un ensemble d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. On accueille à peu près 15 000 apprentis. C'est déjà conséquent. Pour ces 15 000 apprentis, on travaille avec environ 8 000 entreprises. Et ceci, tout secteur confondu. Et si je reprends les chiffres qu'annonçait Guy tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des étudiants à Bac+3, Bac+5, quelques +6 également. Et quand je regarde spécifiquement ceux qui sont sur le secteur de l'industrie, j'ai à peu près 4 000 apprentis. 26%. C'est largement plus que tes 18%. Sous-entendu, si on parle d'attractivité des métiers, j'aurais envie de dire, moi, de mon regard simplement apprentissage, j'ai l'impression que chez moi, il y a une certaine appétence pour les métiers de l'industrie. Il y a une certaine appétence et la question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Tout d'abord, il faut bien être honnête, la forme et le fonctionnement de FormaSup Hauts-de-France, qui est une association paritaire dans laquelle siègent le MEDEF et les écoles, n'est pas pour rien. J'ai d'ailleurs, merci messieurs les administrateurs, c'est pas neutre. Mais surtout, il y a une logique où nous avons pris le parti de mener tout un ensemble d'actions. Des concours sur l'attractivité des métiers, tels qu'ils ont été présentés hier, ici même, mais aussi, surtout, un accompagnement des entreprises et des jeunes dans leur choix. C'est-à-dire que nous avons des collaborateurs qui sont en permanence au contact des entreprises qui les sollicitent et des jeunes. Et dans ce cadre-là, l'industrie est valorisée. L'industrie est valorisée pourquoi ? Parce que l'industrie, je suis désolé, c'est quelque chose de très visible, c'est concret. On fait des choses dedans. Je suis le plus mal placé, certainement ici, pour parler de l'attractivité des métiers de l'industrie. J'ai toujours baigné dedans. J'adorais ça. Globalement, essayer de valoriser l'industrie, c'est aussi valoriser d'une certaine façon les produits finis. C'est valoriser ce qui est fait, c'est donner une certaine forme de matérialité à son travail, même si on est aux ressources humaines comme je l'ai été. Moi, il n'y a rien qui m'impressionnait plus qu'une bobine d'acier, etc. Et tous les gens qui travaillaient dessus. Il y a une logique de collectif de travail qui est là derrière. Ça, c'est important de dire, vous allez travailler dans un secteur où vous pouvez voir, bien souvent, les résultats concrets de ce à quoi vous participez. Je n'ai pas dit de ce que vous faisiez, de ce que vous faites, excusez-moi, de ce que vous faites au quotidien, mais
vous partagez un projet véritablement collectif et vous en avez une vision matérielle. Ça, c'est important de le dire. Et puis, donc, les actions, l'accompagnement, l'action de communication, l'accompagnement. Et puis, il y a aussi, je pense, un point important si on veut travailler au développement et à l'attractivité des métiers dans l'industrie, surtout dans l'apprentissage, c'est d'avoir une certaine vision un peu, je vais dire rigoriste de l'apprentissage et une très très bonne définition des métiers que l'on va confier aux apprentis. Éviter la perte des cerveaux. Éviter que les jeunes se disent « Ouais, bon, allez, je suis à la limite apprentissage photocopie. Est-ce que je reste ?» Non. Il faut donner véritablement des missions et des missions de qualité. Notre rôle, c'est aussi d'être les garants de tout cela vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entreprises, et d'avoir un suivi particulier de ceci pour que, d'une certaine façon, les éléments d'orientation se passent bien. Donc, d'une certaine façon, si on veut parler de l'attractivité des métiers, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait de recettes toutes faites. J'étais jeune étudiant, on me parlait déjà des problématiques d'attractivité des métiers dans la sidérurgie. Hein. Oui, c'était hier, tout à fait. Non, mais je me rappelle avoir travaillé avec le directeur de la communication. À l'époque, on appelait ça Usine hors Dunkerque, vous dire, hein, parce qu'il y a eu Solac, Mittal, etc. entre les deux. Et une exposition qui s'appelait Regard d'acier, pour faire découvrir les métiers, pour faire découvrir l'environnement. C'est pas neutre. C'était il y a plus de 30 ans. Et très honnêtement, pour revenir régulièrement en industrie, je suis désolé, c'est pas sale. Bien sûr, il y a des endroits qui ne sont pas toujours très très propres, mais c'est pas la saleté, c'est pas le charbon, on n'est pas noir en permanence, etc. Comme vous le disiez, monsieur, d'une certaine façon, on travaille de plus en plus avec du numérique et des choses comme ça. On a là véritablement un changement des métiers, un changement des conditions d'exercice de ces métiers. Et ça, il faut véritablement le faire découvrir aux jeunes. J'ai moins de difficultés puisque je suis sur de l'enseignement. Je suis sur de l'enseignement supérieur. Donc beaucoup d'ingénieurs, etc. Merci beaucoup. Intervention très intéressante, comme les suivantes. Maintenant, nous allons avoir le témoignage de Cécile, Alliance Emploi, et vous allez nous parler de l'alternance. Entre autres. Entre autres, voilà. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Cécile Egea, je suis directrice du réseau Alliance Emploi Hauts-de-France. Alliance Emploi, c'est quoi? C'est un groupement d'employeurs. Donc notre métier est de réunir des entreprises et de répondre à leurs besoins. Nous recrutons, nous formons et nous mettons à disposition sur l'alternance, comme vous disiez tout à l'heure, donc en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, mais également sur de l'emploi durable, du CDD et du CDI. On a tous le même constat, je pense. Nous sommes au plus proche des entreprises industrielles du secteur et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de compétences sont en pénurie. Et on ne peut pas continuer à constater, c'est comment on fait pour agir. Donc on a aussi un rôle, hein, toute entreprise a un rôle social et sociétal, c'est de pouvoir monter en compétence ses propres salariés, puisqu'on parle de l'attractivité, mais il y a aussi de la mutation des compétences. Vous évoquiez la Gigafactory, c'est comment on transforme et comment on accompagne nos salariés actuellement pour qu'ils puissent par la suite occuper ces postes-là. Donc c'est déjà une chose qu'Alliance Emploi fait pour ses propres salariés. Et puis après, c'est aussi, on sait qu'on a des besoins sur des métiers, comment on fait pour les attirer. Alliance Emploi a créé cette année l'école de la maintenance, dont vous avez peut-être entendu parler. Le but, c'est quoi? C'est de réunir des besoins des entreprises qui ne peuvent pas par elles-mêmes créer une promotion tout simplement. Donc on mutualise les besoins, on recrute,
On présente les métiers de l'industrie, on les suit. Vous parliez du suivi qui est très intéressant. Donc, double tutorat, présence, parrainage. Donc, on les suit tout au long du parcours. Et surtout, à la fin, on propose du CDI, parce que c'est aussi ça qui attire aujourd'hui. C'est proposer du CDI ou du CDD à long terme. Cette année, on va créer l'école de la production, donc l'école de ligne de production. On a déjà une première qui a commencé cette semaine sur Béthune et on va continuer parce que ce sont 2 métiers, en tout cas dans l'industrie, qui ont été identifiés sur un besoin en compétences. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour attirer sur le côté attractivité ? Vous avez peut-être vu en arrivant, tout à l'entrée, un petit stand avec des beaux casques de réalité virtuelle. On a pas mal de succès, beaucoup. Voilà, à la deuxième entrée, beaucoup de jeunes, et moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, puisque ça attire forcément. D'abord le casque, et après ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait avec le casque. Eh bien nous, on a créé une agence qui s'appelle Compétences d'avenir by Alliance Emploi sur Dunkerque, parce qu'il se passe quelques petits trucs sur Dunkerque. Je pense qu'il y a un petit peu de besoin en ce moment. Voilà. Et on s'est dit, on va aider. On va aussi donner notre part et on va aider pour attirer des jeunes ou des demandeurs d'emploi également, à les orienter vers les métiers de l'industrie. Donc on a des partenariats avec des collèges, donc plutôt 3e avant l'orientation en lycée. On a des partenariats avec des lycées professionnels, mais également avec France Travail, pour pouvoir recevoir chez nous, chez Alliance Emploi, des groupes d'une dizaine de personnes pour d'abord leur présenter les différents métiers. Donc, ils choisissent le métier qu'ils souhaitent découvrir. On a plus d'une centaine de métiers à disposition. Ça peut être technicien de maintenance, mais ça peut être agent logistique. Vous avez tous les métiers. Et le but, c'est après de débriefer avec eux. Parce que présenter, c'est bien, mais après débriefer, leur présenter les opportunités du territoire. Parfois, ils partent sur un métier, mais ce n'est pas forcément le métier où on a plus de besoins. Donc, c'est aussi notre rôle de leur dire attention, c'est plutôt sur ces métiers-là qu'on va les recruter. Et puis, on va coupler ça à de l'accompagnement sur comment on rédige un CV, comment on se comporte aussi en entretien, quels sont les savoir-être qu'il va falloir développer en industrie. Donc, ça, c'est aussi ce qu'on va pouvoir proposer et aider à l'orientation sur les métiers de l'industrie. On a créé ça en septembre 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi, et on a déjà plus de 1000 personnes qui soit sont venues à l'agence, soit sur des forums ou des salons comme aujourd'hui, ont testé la réalité virtuelle et ont pu s'orienter sur des métiers de l'industrie. Donc n'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir nous voir. Attention, essayez, c'est l'adopter. Merci beaucoup. Marion, vous représentez la région académique Hauts-de-France. Tout à fait. D'accord. Bonjour donc, à tous. Je vais vous laisser vous exprimer sur vos activités au sein de cette association. Merci. Alors Marion Creton, je suis responsable d'attractivité donc au rectorat. Je travaille à la délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. Je ne vais pas paraphraser mes collègues, mais on travaille donc aussi sur les 3 voies de formation, la formation initiale sous statut scolaire, formation initiale sous statut d'apprenti et formation continue. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc moi je vais vous parler plutôt d'un projet très rapidement qu'on a mis en place récemment cette année, plutôt pour attirer les talents féminins, parce qu'on a vraiment une pénurie de femmes dans l'industrie. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée dans nos formations, alors éducation nationale, je vais mettre un chapeau sur les 3 voies de formation, on est à 19% de femmes au global, donc c'est très peu, et 29% de femmes au niveau des entreprises. Donc voilà, il y a vraiment, je pense, un effort de guerre à faire tous ensemble. Le projet qu'on a mené cette année, ça s'appelle Cap vers l'industrie au féminin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, on a organisé une campagne de 8 événements sur la région des Hauts-de-France. On a ciblé des villes type Dunkerque, forcément, avec des besoins assez importants ces derniers temps. Il y avait Lille, Boulogne, Lens et ensuite Saint-Quentin, Compiègne, Amiens. L'idée sur chacun de ces événements, c'était de pouvoir mobiliser le public qu'on a beaucoup de mal à mobiliser en formation, également en emploi. Je pense qu'on fait tous le même constat aujourd'hui. Donc forcément en travaillant de concert avec tous les partenaires du territoire. DV Group a participé notamment, l'UIMM également, on était un petit Alliance Emploi aussi. On était tous autour de la table pour pouvoir mobiliser le public. Dans chacun de ces événements, on avait 4
espaces distincts. Je vais appeler un espace, vous allez comprendre mon propos. En fait, on a mis en place tout au long de la journée, un petit peu comme aujourd'hui, des tables rondes pour informer sur des thématiques, des gros mots qui peuvent, par exemple, la décarbonation. Finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour un jeune ou pour une femme qui voudrait aller dans l'industrie? Voilà, c'est pouvoir un petit peu vulgariser aussi on va dire le jargon industriel. Il y avait un espace qui était dédié au stand avec les entreprises qui étaient présentes, les lycées professionnels. Très content de participer au CPM. Exactement, très belle illustration. Je reprends mon propos. Donc, on avait un espace stand avec les entreprises, les lycées professionnels qui constituent le GRETA. Le GRETA, c'est le groupement d'établissements, c'est l'organisme de formation des adultes de l'éducation nationale. Et on avait également autour de la table les opérateurs emploi. On le disait tout à l'heure, l'idée, c'est d'ouvrir les portes, parce que pourquoi on ne va pas vers l'industrie? Oui, il y a tout ce qui est préjugés, stéréotypes, d'accord, mais il y a aussi une méconnaissance des métiers. Donc, c'est pouvoir ouvrir nos portes, nous, en tant qu'organisme de formation, là, si je prends ma casquette Greta, mais aussi les entreprises, et comment on fait tous ensemble. Il faut qu'il y ait une synergie, à mon sens, sur le territoire à ce niveau-là. On avait un troisième espace qui était un espace qu'on a appelé espace exposition. L'idée, c'était de scénariser les différents gros domaines de l'industrie. On avait la métallurgie, on avait la plasturgie, l'agroalimentaire, l'automobile et la maintenance industrielle aussi, et un dernier que j'oublie. Mais l'idée, c'était de montrer, voilà ce que ça peut être à travers aussi notamment des produits finis. C'était intéressant de se rendre compte, finalement, tout ce qu'il y a autour de nous, aujourd'hui, c'est industriel. Donc, et dans ces différents espaces, on avait mis en place une espèce de jeu escape game pour forcer les femmes, finalement, à aller chercher de l'information, attiser un petit peu leur curiosité pour aller détricoter le fil ensuite quand elles pouvaient rencontrer les différents partenaires. Voilà, on était à peu près dans cet ensemble-là. Après, on avait un espace plutôt dédié aux ateliers sur la levée des stéréotypes de genre, avec le CORIF qui a pu intervenir, ou chez nous, les ingénieurs pour l'école, qui travaillent notamment, on parlait des dispositifs mis en place par le rectorat. Les ingénieurs pour l'école travaillent notamment sur le projet Nucléophile, que vous devez bien connaître. Il y a la relation école-entreprise aussi, qui travaille sur tous les territoires, sur tous les bassins d'emploi, pour faire le lien école, donc collège, lycée et entreprise. Voilà, à ce niveau-là, je voulais aussi vous dire que ça a été quand même une belle réussite finalement. On a eu 1500 personnes sur les 8 événements, c'est pas anodin, dont 1300 femmes. Et là, l'idée, on est vraiment à l'étape numéro 2. Donc, je fais aussi un petit appel à témoins aujourd'hui, ou en tout cas à personnes qui souhaiteraient participer, parce qu'aujourd'hui, la deuxième étape, c'est OK, on a fait un événement, pas pour faire un événement, mais qu'est-ce qu'on en fait? On a réussi à attirer le public. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut attirer... Nous, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir les portes de nos lycées professionnels, donc de nos sites de formation, pouvoir aussi accompagner les participants dans des visites d'entreprise, par exemple, pouvoir mettre en place des ateliers pratiques, des job dating, vraiment essayer de pérenniser finalement tout ce qui a été engagé jusqu'à aujourd'hui, et puis peut-être faire des éditions annuelles, mais qu'on puisse avoir une action qui soit commune, parce qu'on se rend compte aussi que pour les publics comme pour les jeunes, il y a un millefeuille d'actions, je pense qu'on partage tous ce constat, il y a un millefeuille d'actions auxquelles ils peuvent être accédés, et c'est peut-être un petit peu opaque finalement, on ne se rend pas compte de ce qu'on attend de nous. Là, en tout cas, l'essence de ce projet et de bien d'autres aussi partenaires, c'est de pouvoir être tous autour de la table et quelles solutions on va pouvoir apporter au public féminin ou masculin. Voilà. Merci beaucoup Marion. Nous allons donc maintenant avoir l'intervention de Juliette. C'est moi. Voilà, c'est Juliette. Une association qui s'appelle Tout grandir avec le mentorat. Et au sein de cette association, Juliette a la responsabilité de la mise en évidence d'un programme dénommé Work. C'est ça, merci. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Juliette Baranger et je pilote un programme de mentorat qui s'adresse aux jeunes qui démarrent leur vie professionnelle. Donc nous, on intervient, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en bout de chaîne finalement, puisqu'on intervient après la formation, après le recrutement. On intervient auprès de jeunes qui arrivent en entreprise avec pour objectif de faire en sorte qu'ils y restent s'ils ont envie, mais de lutter, de réduire en tout cas les échecs des premiers CDI, des alternances, des CDD.
On existe depuis 1 an. On a 2 territoires depuis 1 an qui sont l'Île-de-France et l'Occitanie. Et on arrive dans les Hauts-de-France depuis quelques mois et on compte bien accélérer en ce début d'année. On a pour objectif, c'est une expérimentation qui est financée sur 3 ans par le ministère du Travail et qui a pour objectif, en tout cas comme mesure d'impact, la pérennisation dans l'emploi des jeunes et donc la mesure des sorties positives dans l'emploi des jeunes qu'on va suivre. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec différents acteurs. On travaille avec France Travail en Île-de-France, bientôt dans les Hauts-de-France. On a des échanges aussi avec le MEDEF de l'Île-de-France et avec plaisir pour en discuter sur cette nouvelle région, avec des entreprises aussi qui sont forcément au cœur de ces problématiques de rétention, de fidélisation des jeunes. Le mentorat, peut-être en quelques mots, ce que c'est chez nous, en tout cas dans notre association, c'est un programme qui dure 6 mois. Les mentors sont bénévoles, le mentor n'est pas dans l'entreprise du jeune, c'est un point super important. L'objectif, c'est de créer un espace de confiance, de confidentialité entre 2 personnes qui se seraient finalement jamais rencontrées sans le mentorat, pour que le jeune soit accompagné pendant 6 mois par quelqu'un qui va le questionner, qui va l'aider à faire un pas de côté, à se mettre à la place de son manager, de son boss quand il y a quelque chose qui crispe ou qui se passe pas très bien, d'apprendre à créer du lien avec ses collègues. Enfin, voilà, tout ce qui va faire la réussite d'une première expérience professionnelle sans travailler sur les techniques du métier. C'est pas l'objectif, c'est vraiment d'apprendre aussi à mieux se connaître pour mieux s'épanouir dans la vie professionnelle. Et donc c'est 6 mois, une rencontre par mois à peu près, en présentiel, en distanciel, en fonction des agendas de chacun. Donc voilà, on recherche des mentors aussi, hein, si vous voulez faire partie du programme ou que vous connaissez des personnes qui seraient intéressées. Et puis bien sûr, des jeunes sur le territoire des Hauts-de-France pour qu'ils puissent profiter de ce programme. Voilà. Donc, encore merci. Moi, j'ai été très, très impressionnée de voir que dans cette région Hauts-de-France, il y a au niveau des jeunes un panel important de gens engagés dans la formation, dans l'attractivité des métiers, de nombreuses associations, un engagement important de votre part. Et bravo, bravo. Et vraiment, il faut sensibiliser les jeunes à connaître l'entreprise, à aller dans l'entreprise et dans un premier temps, avoir la première approche en visitant un salon. Merci. Monsieur Dutas. Il y a des jeunes en formation et des gazards. Je voudrais m'adresser à eux. Vous avez fait le bon choix en faisant cette école. Mais je tenais à vous dire que demain, j'espère que vous allez un jour vous retrouver dans l'industrie. Il faut vraiment que vous en parliez autour de vous. Dans vos promos, on ne vous entend pas. Vous êtes pourtant les futurs dirigeants d'entreprise de demain, d'accord ? Et on n'entend pas parler de vous, on n'entend plus parler de vous comme il y avait quelques années. Et toutes les écoles d'ingénieurs confondues d'ailleurs. Je souhaiterais vous entendre. Votre nuit qui est annulée, mais mettez le feu, il faut qu'on vous entende. C'est hyper important. Et vous pouvez compter sur la branche métallurgie pour vous aider, d'accord ? Mais bougez. Merci. Avez-vous des questions ? Profitez, vous avez là des acteurs importants de la région qui touchent dans ce domaine très 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 sensible. Tous nos jeunes cadres, ils sont... Posez des questions. Allez, hop. Ouais. Moi j'en ai une pour des V-groupes. Et je vois les efforts que vous faites chez des V-groupes. Est-ce que aujourd'hui, vous commencez à mesurer le retour sur investissement des efforts que vous déployez parce que ça fait plusieurs fois que je vous entends et c'est vrai que vous êtes très très présent. Donc, est-ce que vous mesurez l'intérêt et le retour sur investissement ? Je vais répondre si vous voulez bien. Évidemment, il y a des réalités différentes en fonction des BU, c'est-à-dire quand on fait de la digitalisation et de l'industrie 4.0, j'entendais tout à l'heure numérisation, c'est souvent pour vendre l'industrie le premier terme qui arrive, parce que c'est un mot qui est très marketé.
Et donc évidemment, il peut influencer plus ou moins fortement. J'entendais tout à l'heure aussi sale, je voudrais juste le rappeler, l'industrie c'est aussi sale, mais c'est pas très grave quand vous avez un Master 2 qui, après 5 jours d'arrêt sur un laminoir, remet en route par exemple un pont avec une poche en fusion. Quand il sort, on voit que c'est dents, mais ça veut dire qu'il a pris du plaisir, et presque tous les jours, il prend du plaisir. Donc ça, c'est important, parce que c'est pas tout à fait vrai dans chacun des métiers, en tout cas de ce qu'on peut voir, en tout cas des gens que l'on peut côtoyer. Est-ce que ça fonctionne? Je dirais, quand on faisait des portes ouvertes sur les Master 2 ou les écoles d'ingé, il y a de ça, je pense que j'en parlais avec Claire hier, il y a de ça 20 ans, je pense qu'on recevait en moyenne 30 ou 40 étudiants. Et aujourd'hui, on a du mal à en recevoir 4 sur mon métier à moi, qui est électronique de puissance, parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est très, très orphelin. Donc, est-ce que ça marche? Je prendrais plutôt la question dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que c'est un impératif ou non? Évidemment, c'est un impératif. Et évidemment, il y a des notions, enfin en tout cas, il y a des métiers sur lesquels c'est plus facile. L'ingénierie, c'est un peu plus facile, même si c'est en perte de vitesse. L'industrie 4.0, la numérisation, c'est évidemment plus facile. Donc il y a des réalités qui sont extrêmement différentes. Et puis je voudrais aussi conclure sur tout à l'heure la différence de statistiques sur l'apprentissage. Je pense qu'il y a un biais d'interprétation sur la statistique, puisqu'évidemment, quand on est apprenti, on est quand même typé pour être plus admis dans un métier industriel, c'est-à-dire que finalement, ça a déjà formé au préalable un peu le cerveau, et que nous, on s'aperçoit qu'entre les parcours initiaux et les parcours d'apprentissage, qu'ils soient en Master 2, en école d'ingé ou ailleurs, finalement, ce sont des gens qui ne sont pas dans un effet repoussoir ou dans lequel il y a quelque chose qui est rédhibitoire vers l'industrie ou vers la maintenance, ce qui est un peu moins vrai des parcours initiaux. Donc voilà, ça donne aussi peut-être cette petite différence, c'est dire de constat. Encore une fois, elle n'était pas majeure, hein. En tout cas, aujourd'hui, est-ce que ça porte ses fruits? On l'espère. C'est compliqué en termes de mesure, parce qu'évidemment, on n'est pas en périmètre constant. Donc est-ce que c'est efficace, efficient ou pas efficient? En tout cas, aujourd'hui, c'est impératif. Je partage totalement ton point de vue. C'est vrai qu'on ne sait pas bien le mesurer, notamment au niveau du recrutement. On reçoit des candidatures. Plus qu'avant, c'est difficile à dire, mais c'est impératif pour nous de le faire, c'est de notre responsabilité. C'est juste parce que j'ai travaillé 20 ans en ressources humaines et sur des problématiques aussi de recrutement. Et c'est toujours la question qu'on se pose en entreprise. Mais en même temps, il faudrait faire le test en double aveugle en se disant on ne le fait pas sur une partie de l'entreprise et on voit ce que ça donne. Sauf qu'on ne peut pas se permettre en entreprise de fonctionner en double aveugle. Donc on y va et puis on espère effectivement que les résultats sont meilleurs que si on ne le faisait pas. Et puis c'est aussi des messages qu'on porte pour l'avenir. Donc on s'adresse parfois à des très jeunes qui sont en 4e, en 3e. Donc voilà, c'est à voir dans 10 ans, je dirais. Moi, je dirais qu'il y a des mots-clés. Être passionné, être curieux et oser. Oser d'ouvrir la porte des entreprises, oser d'ouvrir les portes des associations. Et je pense que quand on a ce mental-là, pas de raison. Après, ce qui est intéressant quand on travaille dans l'industrie, c'est que on ne va pas faire la même chose pendant toute sa carrière professionnelle. Et ça, c'est vachement important. On peut entrer par un bout, on peut continuer à se former, on peut évoluer vers d'autres métiers, on peut se spécialiser, on peut partir vers du management. Enfin, il y a plein de portes qui s'ouvrent à nous quand on pénètre le monde de l'industrie. Quand vous faites une formation d'infirmière, vous allez être infirmière toute votre vie. Hein. Et pour changer de métier, il faut se reformer du début à la fin. Alors que quand on rentre dans l'industrie, globalement, on peut y faire une carrière professionnelle complète en s'ennuyant jamais, parce que tous les 3-5 ans, on peut peut-être évoluer, changer de fonction, changer de mission, se balader un peu peut-être à l'international des fois sur des beaux projets, et puis comparer sa compétitivité. Moi j'ai participé aux World Skills, ces championnats du monde des métiers qui se sont déroulés l'année dernière à Lyon. Vous savez, j'ai pris un gros coup de massue sur la tête quand j'ai vu les petits jeunes des pays du soleil levant dans les concours, par rapport à nous, par rapport à d'autres jeunes au niveau européen. Je vais vous dire, il va falloir qu'on se réveille, parce qu'il va falloir qu'on soit un peu plus patriote, il va falloir qu'on aille un peu plus vite, il va falloir faut qu'on se réveille. Sinon, on va avoir des problèmes à moyen terme.
On a encore tout ce qu'il faut pour relever le défi. Je ne reviens pas sur les 2 jeunes du fond de la salle, mais quand même un peu. Mais on a tout ce qu'il faut sur notre territoire. On a vraiment de la compétence. On a des gens qui savent former. On a des gens qui ont envie. D'accord ? Maintenant, il faut qu'on se réveille, mais collectivement. D'autres questions ? Oui, bonjour. Une question générale, vous disiez, monsieur, que les problématiques de l'attractivité de l'industrie, c'est pas nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez l'impression que c'est pire qu'avant ? Ou pour vous, finalement, on est sur des problématiques un peu constantes ? Il y a tout ce qu'il faut pour que ça bouge et ça bouge pas, plus pour des problématiques d'organisation ou de mentalité, ou je sais pas pour vous où le bas blesse. Et est-ce que pour vous il y a encore des choses qui ne sont pas faites, qui doivent être faites, ou finalement tout est aligné a priori pour que ça se passe bien, mais malheureusement, un peu comme ce que vous disiez, il manque peut-être une impulsion pour que ça se fasse, quoi. Je parle sous ton contrôle, Olivier, parce que tu connais ça certainement mieux que moi. J'ai pas l'impression que ça s'est dégradé, c'est déjà ça. Je pense que l'industrie a mené au cours de ces dernières années tout un ensemble d'actions pour valoriser l'industrie en général. Et aussi essayer de développer des manières d'accueillir des jeunes apprentis ou stagiaires de façon facilitée. Je ne sais pas ce qu'il en a été, mais de mémoire, sur Cambrai, pendant tout un moment, il y avait tout un ensemble d'entreprises industrielles qui s'étaient posé la question d'acheter une espèce d'hôtel, histoire de pouvoir accueillir des ingénieurs dont ils avaient besoin, qui venaient d'autres territoires. Vous voyez, c'est une micro-action. Tu la connais, cette action-là? Alors, je pense que les acteurs font le job, les fédérations font le job, les entreprises font le job. Là où on a à progresser, c'est quelque part, c'est les prescripteurs. C'est comment on touche les parents. Il ne faut pas oublier, il y a des entreprises qui s'installent de nouveau à Denain, par exemple, sur les anciennes friches. Il y a eu 3 générations de parents, de grands-parents, et peut-être même aujourd'hui d'arrière-grands-parents, qui ont été chômeurs suite à la fermeture d'Usinor. Comment on explique aux gamins de Denain, par exemple, qu'il y a de l'avenir dans l'industrie à Denain? Enfin, les gamins, ils ont été formatés comme ça. Donc c'est comment on touche les parents qui sont les prescripteurs et qui vont peut-être dire à leurs gamins, ouais, enfin non, l'industrie, souviens-toi, tes grands-parents, ils ont été licenciés, va pas dans l'industrie. C'est comment on touche les parents, comment on touche également les enseignants. Alors j'aime bien être poil à gratter, mais on offre des possibilités via le Clubster tous les ans de stages en entreprise pour les enseignants. C'est à peu près 250 enseignants qui vont en entreprise pour découvrir notamment les métiers de l'industrie, puisqu'on travaille avec les fédérations. On aurait beaucoup plus de place. Juste, il y a 37 000 enseignants dans le secondaire, dans l'académie. C'est 250 par an. Et dans les 250, il y en a peut-être 50 qui reviennent tous les ans en plus. Donc on attaque un camion de sable avec une petite cuillère. Mais c'est là que ça vient. Enfin, spontanément, là, on a vu aujourd'hui, il faudra qu'on retravaille là-dessus avec la DRAFPIC, des enseignants aujourd'hui qui circulent sur le salon du CEPEM. Désolé d'être un peu poil à gratter, mais quand on entend ce qu'ils disent aux gamins, il va falloir travailler et préparer les enseignants à la venue sur ce genre de salon pour que ça soit travaillé en amont et qu'ils expliquent aux gamins et que ça ne soit pas uniquement une déambulation sur le salon. Donc il y a ce travail qui est à faire et que les fédérations font et que les acteurs entreprises font en termes d'attractivité. Mais je pense qu'il reste du travail à faire, notamment auprès des enseignants et notamment auprès des prescripteurs, que sont aussi les parents,
pour leur montrer l'avenir, les carrières, ce qu'évoquait Olivier. On peut rentrer par un contrat d'apprentissage, on peut aller jusqu'à son diplôme d'ingénieur par l'apprentissage dans l'industrie et évoluer. Alors, compte tenu de mon âge, j'ai plein de copains Gazar qui sont aujourd'hui directeurs industriels de boîtes dans la région, etc., mais qui sont rentrés par la porte à l'époque de l'apprentissage. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, travailler dans l'industrie française, et je dis bien française, c'est aussi sauver notre planète, hein. Ça, il faut quand même pas l'oublier. D'accord ? Parce que quand on se compare, je parlais des pays du soleil levant là tout à l'heure, alors ils sont en train de rattraper leur retard, hein, mais une entreprise qui produit en France et qui va exporter potentiellement, hein, d'accord ? C'est moins de CO2, c'est de l'amélioration globale. D'accord ? Parce qu'on a des labels RSE, il y avait une réunion juste avant. Tout est mis en place sur notre territoire pour préserver et améliorer. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que quand je travaille dans l'industrie en France, je milite pour la préservation de notre belle notre terre. Voilà. Et c'est une manière de sensibiliser les jeunes aussi à ça. Bien évidemment. Bien sûr. Merci. Juste, vous m'entendez ? Juste pour une information, au niveau des choix d'orientation, c'est dans 81% les parents qui vont choisir pour les enfants. C'est énorme. Et forcément, alors moi je suis plus formation continue, formation professionnelle des demandeurs d'emploi, donc plus de 18 ans, mais je suis convaincue aussi, et je pense exactement comme vous, il faut qu'on arrive à sensibiliser les parents. Au-delà de sensibiliser le jeune, alors il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place ces dernières années, notamment avec la réforme sur les parcours découverte métiers, avec des référents maintenant dans chaque collège. L'idée, c'est de passer de la connaissance de 10 métiers à 50, mais 50, c'est encore pas suffisant. Ça reste trop peu. Il y a une vraie marge de progression. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est enclenché entre la formation, je vais le dire au sens large, l'éducation nationale, c'est un petit pan, mais et les entreprises. Et c'est cet effort-là, je pense, qu'il faut faire. C'est que les entreprises aussi, en termes d'infrastructure, il y a parfois des difficultés. Ne serais-je parler des femmes tout à l'heure, mais il y a des cas encore parfois où les femmes n'ont pas de vestiaire, par exemple. Donc il y a, je pense, sur chacun des volets, je veux dire économique, formation, encore des marges de progression. Et, pardon, juste pour compléter, du coup, pour toucher ces prescripteurs, notamment les parents, pour vous, qui doit mener des actions et quelles actions seraient à mener pour justement sensibiliser davantage les parents et les professeurs aussi ? Je pense que, je vais me permettre de répondre, après je laisserai la parole, mais je pense qu'il y a deux choses. Les parents sont soit des salariés, soit demandeurs d'emploi ou font partie d'associations, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi que les prescripteurs, les opérateurs de l'emploi soient autour de la table pour amener les gens et les sensibiliser. Mais il y a déjà un travail qui s'est engagé là depuis quelques temps sur la sensibilisation même des prescripteurs qui ils ne peuvent pas connaître non plus l'exhaustivité des métiers existants et qui ne positionnent pas forcément non plus sur des formations des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc là, il y a vraiment, pour moi, la chaîne, elle est un petit peu dans ce sens-là, où il faut qu'on fasse connaître les métiers pour que les prescripteurs, eux, s'en emparent, qu'ils puissent informer les parents. Et il y a aussi, forcément, le côté éducation nationale. Peut-être pouvoir, alors là, je ne vais pas parler au nom de Madame le recteur, je ne vais pas me permettre, mais peut-être pouvoir engager des actions sur des journées communes avec les élèves, pour que, pas quand le jeune rentre chez lui, je dis « Ah, j'ai vu ça, c'était vraiment génial. » Par exemple, en rentrant du salon, moi, j'ai envie de faire ça. Et puis, encore une fois, avec le passé peut-être familial, « Ah non, tu verras, c'est pas pour toi. » Et puis, on le vit aussi dans les conseils de classe, par exemple, sur finalement, si tu as 15, 16 de moyenne, tu iras jamais en professionnel. Il faut que tu ailles en général, enfin. Voilà, il y a aussi ça, je pense, qui est très important. Il y a des vraies actions qui sont menées pour essayer de changer un petit peu de paradigme. Le chemin est engagé, mais je pense qu'il reste une marge quand même. Vous avez entendu, hein ? Quand t'es pas bon, tu vas en technique. L'évolution de ça, c'est très récent. Hein. Merci l'Éducation nationale d'avoir évolué sur ces positions. Et c'est nos grands ministres, hein, notre gouvernement. Mais ça a fait un dégât, mais vous pouvez même pas imaginer. Donc qu'est-ce qui se passe ? Celui qui est dans la technique, vous croyez que s'exprimer s'il a fait de la technique ?
Bah non, parce qu'ils se considèrent comme un raté, globalement. D'accord ? Parce qu'on dit, t'es pas bon, tu vas là en technique. Bah voilà, bah maintenant on se réveille, les techniciens, et puis on s'exprime. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Et puis le niveau de salaire et tout ça, c'est bien au-dessus de tout le reste, au passage. Alors, moi, j'ai un petit constat, mais je n'ai pas la solution, donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais il y a quand même un sujet dont on ne parle pas. On parle d'attractivité, etc. Très bien. Je suis dans l'opérationnel, je suis dans le recrutement. Et moi, il m'arrive d'avoir des profils qui ont envie de travailler dans l'industrie avec juste un petit problème, c'est les 3-8 et pas de transport, ni la nuit, ni le matin de bonne heure, etc. Est-ce qu'il ne nous manque pas un petit acteur, là, quand même, sur le sujet ? Alors, on en revient aux comités locaux pour l'emploi, sur lequel le MEDEF lâchera pas et on va être intransigeant là-dessus. C'est ce sujet de la mobilité. On se rend compte, je prends un exemple d'une grande entreprise qui s'installe sur Dunkerque, dont je tairai le nom. J'ai fait la simulation. Le premier bus qui permet de desservir cette entreprise arrive à 8h40. D'accord ? Si j'arrive en bus, je suis à 1 km de l'usine qui est en construction et il n'y a pas de trottoir, c'est une 4 voies. D'accord ? Donc, si on veut aller chercher des gens issus de l'inclusion, c'est une usine sans parking, hein, puisqu'il y a eu une volonté dogmatique et politique sur Dunkerque de faire des usines sans parking. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, sachant qu'en voiture, si je pars de Tétéghem, j'ai fait l'exemple pour aller dans cette usine, je mets 20 minutes, et si j'y vais en transport en commun, j'ai 3 bus et j'en mets 84. D'accord ? Donc, ce sujet de la mobilité, il est au cœur également des problèmes d'attractivité. Et quand on questionne les entreprises, avec le MEDEF, on l'a fait sur Dunkerque, 116 entreprises ont répondu à notre questionnaire il y a 1 an, tout juste, c'était au mois de janvier. C'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le logement. Le premier frein, c'est la mobilité. Les gens ne veulent plus travailler au-delà de 20 km, sauf pour des cadres, parce que les moyens permettent, c'est 20 km et pas plus. C'est l'exemple que je reprends à chaque fois. À l'époque, des 150 km chez Motobécane à Saint-Quentin. Pourquoi 150 km par semaine ? Parce qu'à l'époque, les gens fabriquaient des mobylettes à Saint-Quentin et qu'un plein de mobylettes, c'était 150 km. Et que les gens disaient, bah, moi, je fais un plein de ma mobylette toutes les semaines pour aller bosser, pas plus. Donc on est toujours aux alentours de 15-20 km en distance, on n'en sort pas, donc c'est quelque chose qui doit se discuter en local et qui en l'occurrence doit se discuter avec les intercos. Nous, on a un combat politique là-dessus. Quand on regarde la fiscalité des entreprises, sur certains territoires, c'est 2% de la masse salariale qui part en contribution mobilité, 2% de la masse salariale. De la même manière, quand on interroge les DRH, 80% des DRH qu'on a interrogés ne connaissent même pas cette taxe. Alors ils vont négocier 0, quelque chose en NAO alors qu'ils lâchent 2%, et que les entreprises n'ont pas d'exigence vis-à-vis de leur EPCI au regard de la carte des transports. Moi, ce que je rêve, nous, c'est qu'on accompagne demain les DRH et qu'on sensibilise les entreprises pour qu'ils aillent faire toc-toc à la porte de leur EPCI et qu'ils disent, bah, écoutez, moi j'ai 10 millions d'euros de masse salariale, ça veut dire que tous les ans, je vous laisse 200 000 euros pour payer les bus, j'ai pas d'arrêt de bus à côté, maintenant on va parler. Et c'est un vrai débat parce que c'est le premier frein, effectivement, pour des populations qui ne sont pas techniciens et cadres. C'est le premier frein, la mobilité. Surtout quand on est installé en zone d'activité, en zone industrielle qui est un peu éloignée du centre. Mais même quand on est bien installé, avec les horaires, les bus ne circulent pas en dehors des horaires de journée. Donc même quand on est bien installé des services, ça ne suffit pas en fait. Alors, je voudrais juste confirmer que c'est bien une question, vous m'entendez, ouais, une question centrale. On vient d'ouvrir chez DV Group Mulhouse en tout début d'année comme site d'exploitation. Le choix entre Mulhouse et Colmar, il s'est porté sur cette capacité de transport et cette capacité à accueillir des apprentis qui ne sont pas motorisés avec une voiture ou avec un élément de mobilité qui leur permettent évidemment de résoudre le problème. Si je prends notre unité de Douvrin, si je prends les gens qui sont à la fac de Béthune, la gare c'est la Bassée, et entre Douvrin et la Bassée, bon après ça fait faire du sport, c'est bien, ça maintient en forme, hein. Mais c'est extrêmement évidemment compliqué. C'est un frein supplémentaire, on va dire. C'est pas injouable, mais c'est un frein supplémentaire qui est réel. Il y a des élus qui veulent de l'industrie, il y a des élus qui veulent pas de l'industrie. Ça aussi. Hein. Parfois ils en veulent, mais ils ne mesurent pas ces aspects-là que vous mesurez en tant qu'opérationnel RH. Ils ne mesurent pas l'importance. Et donc, la carte des transports, elle est liée aux horaires de la piscine. Et il faut
il faut le mercredi pouvoir déposer les gamins au foot ou je sais pas quoi. Sauf que c'est les entreprises qui payent. Il ne faut pas oublier que le réseau de transport dans les villes, il est payé uniquement par les entreprises. Donc à un moment, ça doit correspondre, et là c'est ma casquette politique et ma casquette MEDEF, c'est de la fiscalité qui est payée par les entreprises et qui doit être au service des entreprises. Si la carte est bien fichue et que les horaires correspondent, si le bonus c'est de pouvoir déposer les gamins à la piscine, tant mieux, mais ce n'est pas la priorité. Or aujourd'hui, on constate que beaucoup de PCI considèrent que cet argent c'est le leur, ils ont oublié d'où venait cet argent et ils ne construisent pas une carte qui est en corrélation avec les besoins des entreprises du territoire. D'autres questions? Encore merci et puis bonne visite du salon.